On passe tout de suite à la troisième rubrique de l'émission, qui est le deuxième box-office de cette émission, et on va parler de Napoléon, générique. Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le. Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays? À moi. Napoléon, donc vous venez de voir l'extrait audio, l'extrait vidéo donc de Napoléon, c'est pas bien grave. Donc, on va tout de suite commencer donc avec les différentes informations sur le film. Le film est réalisé par Ridley Scott et le synopsis est très très simple. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine. Voilà. Ce n'est pas un biopic. Ce n'est pas un film qui est là pour raconter l'histoire historique de l'empereur Napoléon. C'est un film qui a été vendu dès le départ comme une histoire d'amour par Ridley Scott, même au moment du tournage. Qui veut commencer pour donner son avis sur le film? Maxime, j'ai envie que ce soit toi qui commence. Ah bah très bien, ce sera moi. D'accord. Alors moi je l'ai vu... Tout à l'heure. Hein. Alors voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques heures. Vous savez, Maxime, c'est le mec qui fait ses devoirs à la dernière minute dans le bus. Voilà, c'est un peu ça. Et encore quand je les faisais. Oui, c'est vrai. Sur un coin de table en salle d'études. Avant le début. Mais même pas la salle d'études, il a jamais connu ça, malheureux. Ah si. Malheureux qu'il a. Pas pour étudier, mais bon. Il était en colle. Celle où on joue au tarot. Non, alors personnellement, je suis fan de Ridley Scott, de Tony Scott évidemment, qui n'est plus de ce monde, son frère. J'adore leurs films. J'ai apprécié Napoléon. Je peux pas dire que voilà, c'est un de mes films préférés ou quoi que ce soit. J'ai pas, j'ai attendu la fin, mais j'étais pas. Voilà, il y a certains films, je regarde ma montre, je me dis bon, c'est quand qui termine. Là, ça s'est relativement bien passé. Oui, voilà. Les 2h40 du film, je trouve, passent plutôt bien. Ouais, voilà, ça passe bien. GG, t'es pas d'accord? Ah si, moi je suis d'accord, mais bon, tant que t'as ni Sainte-Hélène ni Waterloo, de toute façon, tu sais que tu y es pas, quoi. Donc, alors, oui, bon, c'est vrai, ça. On va le rappeler, c'est pas un film historique à proprement parler. Il y a quand même des libertés qui ont été prises par le réalisateur. Je pense aussi, là, on voit beaucoup plus la romance entre Joséphine et Napoléon. Oui, sinon, mais pour moi, ça se regarde. Il y a des bonnes scènes d'action, de bataille. Voilà. Quelques détails m'ont dérangé. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur notamment les musiques qui sont dans la première partie du film. Ouais, j'ai pas trouvé, moi, les musiques. Justement, Alors, oui, parce que c'est pas du tout la bonne époque. Ouais, ils ont foutu des musiques. C'est pas du tout la bonne époque, ça va pas du tout avec. Moi j'ai trouvé que c'était complètement un anachronisme. C'était quoi l'anachronisme? Mais les musiques, la musique notamment. Il parle, tu sais, aristocrate, etc. au départ. Voilà, alors notamment lors de la décapitation de Marie-Antoinette. Voilà, il y a pas de spoiler, hein, Marie-Antoinette, elle a vraiment été décapitée, il y a pas de souci là-dessus. Bah oui. Cette voix, cette phrase. Comment on peut spoiler un film historique sachant que c'est que des faits historiques? Voilà. Non, mais voilà. Donc là, déjà le spoiler. Bon, non, là il y aura pas. Il y en aura pas. C'est pour ça on part du principe que vous connaissez un minimum l'histoire. Non, puis c'est-à-dire, oui, alors le fait que Napoléon ait été sur cette place à ce moment-là. Notamment, il n'était pas présent. Ça. Non, oui, non, mais d'accord. C'est pas vraiment ça le problème. Non, le problème, il est pas là, on s'en bat les noix. Moi, c'est les musiques. C'est deux musiques notamment qui m'ont un petit peu dérangé. Il y a deux musiques au début du film. Après, qui sont, en soi, aussi un passage avec notamment le sniper. Alors voilà, il y a à un moment donné, ils sont en bataille. C'est sur la fin d'ailleurs, c'est avec les Anglais. C'est à Waterloo. Les Anglais, voilà, Waterloo. Où il y a un des entre guillemets, parce que bon, sniper, le terme n'existait sûrement pas, et la capacité de l'arme
non plus, puisqu'il est bien trop loin. Alors même s'il a mis effectivement une longue vue qui existait à l'époque sur son fusil, le fusil, lui, n'a pas gagné en capacité. C'est pas possible, ça se trouve, ils sont à 1 voire 2 km. Même aujourd'hui, il faudrait une très bonne arme. C'est comme dans Hitman, avec un très bon tireur. Non, mais voilà, il y a quelques passages un petit peu c'est de l'anachronisme. Ouais, voilà. Ok, d'accord, il y a de l'anachronisme. Mais sinon, voilà, le film se regarde, il y a des beaux effets spéciaux. C'est pas comme s'il nous faisait une JFK à Waterloo, tu vois. Oui. Non, mais en plus, il y a le respect quand même. Bon, on entend bien le respect entre les chefs. C'est-à-dire que les chefs, ils sont là pour commander, ils sont pas là pour se faire tuer. Même l'anglais dit Wellington. voilà. Tout à fait, il dit non, sinon je te tue. Oui, il dit à son gars, non, tu le tues pas, sinon c'est moi qui te tue. Oui, Il y a du respect quand même. On voit que les grands hommes, c'était quelque chose. Alors, pour en revenir un petit peu. Il y a une caste à maintenir en place en même temps. Oui, alors déjà il y a ça, mais surtout, ce qui gêne principalement, entre guillemets, sur les réseaux, c'est que Ridley Scott a mis énormément de passages donc avec Joséphine. Donc pour en parler, voilà, moi je fais partie des gens qui pensent que c'est comme un abri. Si vous avez la ref, les amis, ça c'est dur. Ça c'est dur, c'est des moments difficiles. Mais par contre, donc, pour en reparler, c'est le passage, donc les passages avec Joséphine qui font énormément parler parce que l'empereur est un petit peu donc humilié, voire même je dirais. Moi, pour ma part, j'emploierais le terme humanisé, d'autres vont employer le terme humilié. Je trouve que moi, ces passages sont intéressants et importants pour montrer la vision que Ridley Scott voulait avoir vis-à-vis de l'empereur à ce moment-là, pour montrer comme quoi c'était à la fois un mec qui était totalement bipolaire, à la fois tyrannique sur les champs de bataille, très stratège, etc. Et finalement, à la maison, il est comme tout le monde. Finalement, c'est un homme avec des fêlures. Alors, exactement, avec des faiblesses. Moi, je veux bien. C'est un festival de rêve, là, les amis. N'importe quoi. Non, mais alors, c'est un stratège, mais ne serait-ce que le début, là, à Toulon. Oui. Où, avec énormément d'aisance et d'aplomb, il vient dire non, mais attendez, les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. On va faire comme ci, comme ça, on récupère ça, on va les faire fondre, on fait des petits canons, machin, on fait comme ci, on fait comme ça. Et là, où il se retrouve dans la réalité du champ de bataille juste avant de donner les ordres, et que tu vois sur sa tronche que ça a été fait exprès, le stress. Il est pas certain, hein. Il respire fort. Et il respire fort, etc. Voilà, tu vois. Hop, il a son petit bec de lièvre qui remonte là. Mais il y va quand même. Mais il y va quand même. C'est du courage. Alors, c'est du courage à ce moment-là du film. Oui, tout à fait. Après, on n'est plus sur du courage et on n'est même pas sur de la folie. On est sur l'ego. Non, on est sur le destin. Moi, je pense que c'est un peu le message que veut amener Ridley Scott là-dedans, c'est que il était conduit par son destin. D'accord. Il n'était pas conduit par autre chose. Enfin, à chaque fois, il vient le répéter en plus à Joséphine, genre. Ce qui nous attend au-delà de ce pas de porte, parce que le pas d'une porte dans toute œuvre de fiction, etc., le pas d'une porte, c'est toujours l'inconnu. Ce qui est logique, hein. Tu sais pas où est-ce que tu rentres. Tu sais pas. Non, mais c'est pour ça que dans Resident Evil, on nous met des portes qui s'ouvrent. Hein, oui, totalement. Oui. Tu vois, bref. Le pas d'une porte, c'est toujours un moment d'hésitation avant l'inconnu. Et lui, arrivé à un moment, il n'hésite plus. Il sait que les portes, il va les enfoncer. C'est pour ça qu'il prend des décisions qui sont complètement débiles à des moments. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Oui, alors ça marche souvent au début quand même. Ça marche souvent au début. Dès qu'il passe le pas, je trouve, avec Joséphine, où ils se séparent, là, ça ne marche plus. Ah, vous l'avez vu comme ça, genre il perd son mojo. Mais totalement. Et puis même lui le dit, en fait, sans moi, tu n'es rien. Elle lui dit, sans moi, tu n'es rien. Mais c'est ce que j'ai vu comme critique, justement, que ce côté, quand il perd sa relation, il commence à perdre des batailles. Bien sûr, exactement. Alors, par contre, côté du destin aussi, moi, il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire, c'est quand elle lui dit qu'il est devenu bedonnant et qu'il fait oui, mais le destin m'a mis cette côtelette d'agneau dans mon assiette, donc je mange ce que le destin me donne.
Oui. Incroyable. Alors oui. Maintenant, on va tous utiliser cette excuse. Ouais, mais c'est parce que le destin, il m'a mis sur le chinois d'hier. Attends. Non, alors, pour en revenir, sinon, j'en ai discuté un petit peu en off avec différentes personnes qui sont juste spectateurs occasionnels de cinéma et qui vont pas aller chercher bien loin les détails, etc. Genre une personne qui s'appelle Lucas aussi, que je salue et qui est peut-être sur le live. Globalement, lui, il m'a dit qu'il a été plutôt déçu du film et il m'a surtout dit une phrase que je suis assez d'accord. Il m'a dit, putain, mais il aurait été tellement mieux en 2 films, ce film. Je trouve que voilà. Et je me suis renseigné un petit peu et tu verras que, en fait, ce film qu'on a vu de 2h40, c'est pas le vrai film. Le vrai film, il fait 4h10. 4h, il sera sur Apple, c'est ça. Et il sera sur Apple TV, uniquement. Et donc, je pense c'est que... non. Oh là là, c'est non. C'est un non. Si t'as une demi-après-midi à C'est perdre. un non. C'est un non. Parce que Ridley Scott, bon, il veut défendre son bout de gras, comme on pourrait dire, d'une manière franchouillarde. Et il veut défendre un peu son film actuellement qui est en salle. Et il dit que la Director's Cut de Napoléon, c'est celle-ci, celle de 2h40. D'accord. Parce qu'il a réussi à mettre en fait en place les choses essentielles qu'il voulait mettre dans le film de 4h10. Tout en retirant énormément de choses finalement inutiles. Voilà. Cette version longue va exister. Sur internet, les gens l'appellent la Emperor Cut. Non pas une Director's Cut, mais la Emperor Cut. Donc, pour le moment, on sait qu'elle va exister. On sait ce que ça va donner. J'avoue que, sachant que moi j'ai bien aimé les 2h40 de ce film de Ridley Scott, je regarderai les 4h10. Si j'ai la possibilité de le faire, bien entendu, si genre elle sort en Blu-ray ou un truc comme ça, et pas uniquement sur Apple, s'il vous plaît, ne sortez pas ce film uniquement sur Apple TV, parce que quelle joie de le découvrir sur grand écran. La bataille d'Austerlitz frôle la perfection en termes de cinéma. Ah non, mais Austerlitz. Mais alors je sais pas si on est dans la vérité, dans la véracité historique par rapport au fait que les mecs sont sur un lac et le savent pas. Alors si, ça c'est vrai. Alors oui et non. Alors ça franchement. Alors oui et non. Alors en fait, il y a vraiment eu pendant la retraite des morts noyés. Par contre, il n'y en a pas eu une centaine comme ils le disent dans le film. Voilà, il y a un historien qui racontait qu'en fait, finalement, il y avait peut-être entre 10, une vingtaine. Non, moins. Voilà, de personnes qui se sont noyées. En gros, réellement. Anecdote. Donc, quand j'ai vu que l'internet s'enflammait pour Napoléon, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de regarder différentes critiques sur YouTube de créateurs que moi je suis. J'ai regardé la critique de Captain Popcorn, on mettra la miniature donc devant vous, qui dans sa chronique parle justement d'une autre vidéo qui a été faite par le musée de l'armée des Invalides. Donc, musée de l'armée des Invalides, ça cause un peu, hein, voilà, ils savent de quoi ils parlent. Il y a une historienne qui décrypte en fait 3 séquences qui existent dans le film Napoléon, donc, dont la séquence d'Austerlitz. Et la séquence d'Austerlitz, elle dit que, historiquement parlant, c'est un champ de bataille qui s'étendait sur 100 km². Pour dire à peu près, c'était 12 km de long sur un truc énorme. Là dans le film c'est très concentré. Par contre il y a eu cette fameuse très concentré. Ah oui, c'est très concentré sur un petit village autour. Et ensuite après ils vont vers les étangs. Mon GG. 12 km, enfin 100 km². Si tu dis que ça fait 12 km de long par donc 8 de large, putain, les 100 km tu les as, hein. Un lac c'est pas énorme, hein. Ouais non mais oui carrément. Mais c'est pour te dire le truc. En tout cas elle décrit bien la chose et elle dit comme quoi dans la réalité c'était un petit peu plus large que ce qu'on voit dans le film. Et elle a dit exactement la petite anecdote que tu nous as dit, parce que Napoléon a fait en fait vider l'étang. L'étang a été vidé, ils ont retrouvé en fait très peu de corps. Il y a eu effectivement entre 10, 20 personnes qui se sont réellement noyées pendant la retraite. Mais voilà, c'est pas une centaine comme on veut nous le montrer dans le film. Mais ça n'enlève pas, mis à part le côté historique qui est complètement, on va dire, un petit peu différent, etc. Oui, mais ça n'enlève pas cette putain de scène qui est incroyable cinématographiquement parlant, avec ce jeu de couleurs qui change pendant la scène. On est quand même sur, au départ, des tons un peu bleu, gris, blanc qui montrent un peu la froideur de cet espace où on est. Après, il y a le rouge du sang. Qui vire au rouge, totalement. Mais putain, c'est quand même... C'est rare. Dans le blanc de la neige. Ne serait-ce pas que la France. Alors,
Alors non, mais tu vois, pour dire, Le drapeau est beaucoup présent dans le film. Oui, oui. Les couleurs aussi sur les écriteaux du début. Ça c'est ouf. Le blanc rouge, on le voit beaucoup. Non, mais je suis assez d'accord. Mais c'est surtout pour montrer un petit peu quand même que c'est un film recherché cinématographiquement parlant. Et dans la vidéo du musée de l'armée des Invalides, elle dit qu'il y a eu un travail vraiment très intéressant de fait sur les costumes de ce film. Ils ont été piochés des choses très très vraies pour éviter des anachronismes, même si au niveau du montage, etc., ils ont voulu faire quelques anachronismes avec les musiques, ça plaît ou ça plaît pas. C'est un parti pris. Je suis d'accord sur les costumes. J'ai été impressionné. Et puis même les chorégraphies, ce sont été des vrais très, gens. très impressionné. Voilà, C'est une reconstitution de bataille. Sur les costumes qui sont vraiment... Pour moi, je pense qu'ils ont essayé de se rapprocher au plus près du réalisme. Ça, il n'y a pas photo. Et franchement, enfin, les anachronismes dans une œuvre d'art, est-ce que c'est un vrai problème ? T'es obligé d'enjoliver Non, mais t'es obligé d'enjoliver, etc. Et je veux dire, en plus, quand c'est en plus pour mettre à l'honneur des personnages, etc. Moi, là, il y aurait eu du métal à certains moments, ça m'aurait pas choqué. Tu vois ? Mais non. C'est toujours soit c'était dans de la musique de composition grandiose, soit c'était dans de la musique classique d'emprunt, mais qui restait plutôt dans le thème. Faut pas oublier que un peu avant Napoléon, Marie-Thérèse d'Autriche, quand elle fait peindre son couronnement, elle y inclut le jeune Mozart dans la peinture, alors que Mozart, il était même pas né au moment de son couronnement. J'ai une anecdote là-dessus. Ça, c'était un anachronisme. Dans l'art, quoi. Alors justement, on a dans ce film la reconstitution, et on en a parlé avec Gary juste après le film, parce que je l'ai vu avec Gary, ce film, au cinéma. Et on a le fameux sacre de l'empereur, surtout le sacre de Joséphine, principalement, où il pose la couronne sur la tête. On a dans le film la représentation donc, de Jacques-Louis David qui est en train de créer le tableau en direct, voilà, qui est absolument... moi j'ai trouvé cette scène magnifique, hein. Comme je le dis, le détail des costumes est fou, c'est incroyable, c'est magnifique. Et j'irai même plus loin, parce que dans le sacre de Napoléon, le tableau de Jacques-Louis David, c'est pas Mozart qu'on voit dedans, c'est César qui est représenté dans le public. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe un petit peu, mais César est dans le public. J'ai pas vu ça ne m'étonnerait même pas, et je suis d'accord avec la personne qui a fait la vidéo des Invalides, comme quoi Ridley Scott s'est mis en caméo. Alors, il en serait complètement capable. Je suis de ouf, d'accord. Le mec, il est tellement dans un ego trip depuis 20 ans, là, que évidemment, il est quelque part. Et si ça se trouve, il est sapé en César à ce moment-là. Ça serait marrant. Là, on arrive à nous rendre sympathiques et humains Napoléon Bonaparte. Oui. Et en plus de ça, on le sent guidé donc, par cette espèce de fascination envers sa propre destinée qui a été lourdement soufflée par sa mère, a priori, et qui, en plus de ça, est encouragé donc, par sa première femme, par Joséphine. En fait, ça montre un petit peu Napoléon qui lui-même se prend pour un roi, et même à un moment donné, quand il dicte son discours, il dit « royal ». Et du coup après il lui reprend bah non mais vous avez dit royal et du coup même lui se prend un petit peu pour un roi alors que le roi ils ont été décapités, c'est la République oui mais après décapité oui et non parce que quand il a le premier exil c'est Louis XVIII qui reprend et donc là Louis XVIII on a une version très caricaturale du personnage qui est obèse etc parce qu'il était réputé pour être très bien portant vraiment la représentation on va dire du bon gros roi tu vois, voilà, sauf que là c'est Jabba quoi. Ah oui non mais clairement oui. T'as beaucoup parlé mon GG, je vais juste faire parler mon petit Lucas pour qu'il nous donne un petit peu son avis, on reviendra sur toi et avant de revenir sur toi on fera parler mon petit Gary. Lucas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Napoléon ? Est-ce que tu en tires quand même un bon moment ou est-ce que tu es plutôt proche très bon moment, Non, donc tu n'es pas du tout dans la vibe, on va dire, d'internet qui le défonce. Non, bah même parce que j'en suis venu à parce que j'avais vu des critiques comme quoi le film ferait passer Napoléon pour un lâche, hein. Pour un j'ai pas trouvé, je trouve que non, tu vois le mec il en veut quoi. Tu sens que le gars il est là et il veut tout prendre. Mais non, franchement le film il est bien, j'ai trouvé les musiques qui étaient bien quand même.
mais sans, bah voilà, comme tu l'as dit, il n'y a pas de thème qui me revient en tête comme ça. Ouais. Mais je pense qu'il a peut-être pas voulu voir ça du sens où le thème te fait penser à tel truc, mais plus j'ai l'impression que le film est travaillé par tableau et que les scènes veulent te faire penser après à une musique ou à une interprétation de comment est-ce que tu veux voir la scène. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, chaque plan est un tableau, voire même sur beaucoup de plans, quand il est lui devant les pyramides, lui qui arrive, qui sort de son bâtiment et que Moscou est en feu. C'est des tableaux. Il a peut-être voulu plus jouer sur l'image que sur le son, et c'est pas une tare. Oui, clairement, tu vois. Après, dans une version alternative et dans un monde, on va dire, du multivers différent à nous, Hans Zimmer a fait la musique de ce film et c'est encore plus un banger, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais sûr, hein, une musique impactante, ça aurait sublimé certaines images. Alors, on a un petit message sur le chat qui nous dit comme quoi, pour cette personne-là, donc, il aurait mieux, le film aurait dû plus parler de l'humiliation que Napoléon a subie après sa campagne Russie. Donc oui, c'est vrai que ça, mais on rentre en fait entre guillemets dans le délire où ce film-là aurait été historique. Mais comme je l'ai dit dès le départ, Ridley Scott lui-même le vend comme ce n'est pas un biopic. Ce n'est pas voulu en fait pour raconter quelque chose de vrai, c'est pour montrer une histoire d'amour à travers le prisme de l'empereur. Ouais, mais l'humiliation, on l'a quand même via le fait qu'il se fasse une première fois exilé sur Elbe. C'est vrai. On l'a, mais j'avoue, oui, moi aussi je m'attendais à ce que ça insiste un peu plus donc sur la retraite de Russie. Oui, je m'attendais à ce que ça insiste un peu plus là-dessus et finalement non. Parce que derrière c'est ah mon Dieu ma chérie qu'est-ce que tu me manques. Oui. Après on voit dans le film quand même qu'il est vraiment humilié parce qu'ils en font part à plusieurs moments du film, c'est-à-dire que quand ils voient la ville brûler, ils disent il est chaque qui a fait ça et il y croit même pas. Et oui, il y croit même pas. Il est chaque fois. Voilà. Et à la fin, quand il est exilé, oui, mais quand il est exilé, la gamine lui rappelle, ah oui, comment tu sais ça, toi Mais tout le monde le sait. Et voilà, mais tout le monde le sait. En fait. Du coup, on le voit à plusieurs moments quand même dans le film. On sait bien que c'est pas toi qui as mis le feu à la vie. Lui, ça l'a dérangé, quoi. Lui, il a été humilié complet. Quoi. Alors, j'irai même plus loin. Je pense que l'humiliation, elle est aussi, c'est bête à dire, mais physique. Parce que quand tu passes de justement Napoléon et que tu arrives directement à Louis XVIII et qu'on le voit devant son buffet là en train de bouffer tout et n'importe quoi, alors que justement Napoléon pendant les 3/4 du film on le voit sur les champs de bataille, tu te dis voilà, ça aussi c'est une humiliation. On te remplace par ça, mon gars. Mais on te remplace par un roi. Par un roi en plus. Par un roi. On les a décapités il y a quelques années avant, tu vois. Alors que toi, tu défendais la patrie, parce qu'en plus de ça, ça a l'air de lui tenir à cœur, même jusqu'à la fin. Alors que pourtant, s'il choisit Joséphine, qui est clairement pas une roturière, hein, en plus on le voit bien, on sent bien qu'elle s'est fait raser les cheveux. Bien sûr. Tout au long du film d'ailleurs, elle les a de plus en plus longs. Ouais, elle les a de plus en plus longs, etc. Donc bref, voilà, c'est pas pour rien non plus. C'est que lui derrière, il voulait s'acheter une noblesse, quoi. Ouais, il se fait remplacer par un roi et puis par un gros tas, quoi. Ouais, là, ouais, mais vraiment, en plus, je pense que. Alors, il n'y a pas de grossophobie. Non, mais c'est vraiment insisté dans le film. Gary, toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de Napoléon? Moi, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Ça m'étonne pas d'être Gary. Ah, pourquoi? Parce que, je sais pas, je te sens bien aimer ce genre de film. Eh bah, t'as raison. Parce que moi, j'aime bien... si vous aimez les films... pas historiques, mais qui racontent un peu l'histoire, et les films de guerre, moi, je pense que ce film fait pour vous. Oui, je suis assez d'accord. Peut-être que niveau histoire, c'est peut-être pas parfait, mais les principaux événements sont quand même bien là, j'ai envie de dire. Après, comme je le disais, et ça c'est un truc qui revient, et peut-être potentiellement des gens autour de la table seront là, j'ai trouvé justement que le film au départ manque un petit peu de liant. J'ai l'impression qu'on fait on est dans des ellipses temporelles un peu trop... Tu vois, on passe d'époque, de moments clés à moments clés, sans vraiment de liant, sans vraiment tout ça. On fait beaucoup de fondu au blanc. Au niveau du montage, je tenais à le signaler, c'est potentiellement un truc qui m'a un petit peu gêné, mais ça n'a pas boudé mon plaisir. Les 2h40 sont passées quand même extrêmement rapidement. Je rappelle quand même que c'est quasiment 3 heures. Voilà, quoi. Peut-être une série aurait été mieux. C'est pour ça que je suis curieux de voir cette
cette version de 4 heures. Ouais, quand après, même. il y a peut-être Putain, plus de développement. Ouais. 4 heures, ça rajoute quand même plus d'1 h 15 de film. Tu te dis, bordel, merde. Je me demande qu'est-ce qu'il a voulu raconter. En plus, apparemment, Ludivine Sagnier, qui est dans le film, a été coupée sur la dernière version finale, on va dire la Director's Cut. Donc, ça peut être intéressant justement de voir cette version. Mais s'il vous plaît, Apple, sortez-la au moins en Blu-ray pour que des personnes qui ont, on va dire, une installation correcte puissent le regarder dans des conditions décentes plutôt que sur des plateformes. Voilà quoi. Non, d'autant plus qu'il y a suffisamment de place sur une galette Blu-ray pour mettre toutes les versions qu'on veut. Je suis d'accord avec toi. Donc il y a un moment, stop. Mais je pense que c'est une bonne réflexion que tu as, le fait que c'est peut-être trop cut par rapport à juste des événements. Ça marche parce que ça parle d'histoire. C'est vrai. On serait sur quelque chose de complètement fictif, ça fonctionnerait moins. Ah bah carrément. Tu serais là, tu te dirais, il me manque des éléments. Ouais. Là, on saute des époques, on saute des années, t'as même pas d'explication. Napoléon, il évolue dans son style vestimentaire, dans sa coupe, il grossit. T'as même pas d'explication. Et par contre, après, derrière, et c'est pour ça que j'insiste, et je pense que la déferlante sur les réseaux est importante à cause de ça, parce qu'il crée de la frustration, ce film. En gros, on veut aussi montrer, je pense que les gens voulaient voir de la bataille. Ils voulaient voir en fait un truc comme le montre à Toulon, c'est-à-dire un mec qui prend son cheval, qui y va, bam, boulet de canon, le cheval en deux. Tu vois, c'est ça qu'ils voulaient voir. Et je pense que quand tu passes Toulon, qui est une bataille qui est quand même très intéressante à voir en termes de cinéma, après on passe directement à beaucoup de passages où on voit Joséphine, tu te dis, ah ouais, là ça redescend un petit peu, tu vois. Oui, bah, la bataille de Toulon, c'est ce qui fait de lui le général. C'est là, il a pris le courage à deux mains et puis il y est allé. Même si, comme on l'a dit avec GG, il est en stress. On sent, il s'est fait exprès. Après, c'est normal. C'est hein. montré. En fait, c'est énormément montré. C'est-à-dire la respiration. On sent il est un peu perdu. Il monte l'escalier. Il est en stress. Il a peur. Il y va quand même. Voilà. Après, il devient général et après, bah voilà, tout ce qui se passe. Ouais. Bah après. Justement, c'est le moment où il devient général, mais finalement, son destin, donc ça va être d'être beaucoup plus grand, mais Bien son sûr. destin, c'est de rencontrer la Joséphine, quoi. Et ça arrive parce qu'il est général. Et parce qu'il la rencontre, que lui, parce qu'elle a les cheveux comme ils sont, il sait exactement qui elle est, et c'est pour ça qu'il lui dit qu'il veut pas son nom. Donc il sait très bien que c'est une ancienne noble, etc. Oui. Et que c'est comme ça que lui il va s'acheter une noblesse. Mais derrière, elle envoie son gamin. Ah oui, mais moi je veux récupérer L'arme de papa. le sabre de papa. Et Il y a un de nom toute façon- dessus Non, bon, bah, et de toute façon, on prend maman, n'importe elle a lequel. dit que vous étiez le seul assez puissant pour pouvoir me l'obtenir, et etc. Et là, franchement, je ne sais pas où est la manipulation, mais elle est très très bonne. Et le fait que donc le parti pris du film soit autour de la relation Bonaparte-Joséphine, etc. J'ai eu l'occasion de tomber il y a quelques temps sur le secret d'histoire sur Napoléon, et ça parle énormément donc de leur relation épistolaire. Par contre, Au niveau des lettres. Voilà. Et le fait que justement en plus à la fin ça insiste sur le fait que je veux récupérer mes lettres, ah bah non, elles ont elles été ont volées été par le vendues. valet, Hop là. et puis revendues déjà. Quelque part derrière, est-ce que c'est pas grâce à ça qu'on a encore ces témoignages-là, leur relation épistolaire, et le fait que leur relation épistolaire ait duré même malgré le fait qu'il les répudiait. Ça c'est quelque chose que j'ignorais, tu vois. Petite conclusion, les amis, pour ceux qui ont vu le film. Et juste avant, est-ce qu'on t'a donné envie de voir le film ? Oui, parce que j'ai envie de le voir, et puis notamment pour toutes les petites critiques qu'il prend, j'ai envie de me faire mon avis, mais que j'ai vu que voilà, il était peut-être un peu trop epicness en fait, qu'apparemment les batailles font très américaines, et c'est ça qui a déplu paradoxalement, que ça faisait trop Game of Thronesque, etc. Les batailles, les séquences de bataille, de ce que j'ai. Mais il n'y a pas que vu les comme batailles qui font Game of Ah oui. Thrones. Donc Mais il y a c'est un peut-être ce moment côté Game un of petit Thrones, peu- ça sort pas de nulle part. Hein. Oui, non mais. Game of Thrones a été, à mon avis, inspiré de l'histoire de France sur beaucoup de points.
l'histoire européenne. Oui, l'histoire européenne, je parle de l'histoire de J'ai vu France. aussi que ce voilà. qui avait pas choqué mais fait bizarre, c'est qu'à l'heure où on peut bien rajeunir quelqu'un, que le début de Napoléon, vous voyez que Joaquin Phoenix, on voyait qu'il était trop vieux pour jouer le jeune D'accord. Napoléon, et qu'après ça va mieux, mais qu'au début, voilà. J'avoue, ça m'a pas et que choqué du c'était tout. très romancé, et que du coup, oui, comme tu disais, je pense que les gens s'attendaient à voir un film sur Napoléon et les batailles. Et en fait, ils ont eu une romance, et en fait, le film a été peut-être vendu sur ça, et c'est ce qui a aussi peut-être déplu. Sinon, moi, pour vraiment conclure sur le film, je parlerai un petit peu des dernières productions de Ridley Scott. Je dirais sincèrement, en toute honnêteté, que Napoléon est sincèrement meilleur que House of Gucci de Ridley Scott. Un petit peu moins bon que le dernier duel, mais ça reste du très très grand cinéma. Voilà. Je suis d'accord. C'est vrai. Voilà. Écoutez, merci beaucoup les amis d'avoir pu parler de Napoléon. C'était très très cool. On va